Depuis toujours, pour chaque crime, un châtiment. Prison, fouet, décapitation, pendaison ou électrocution. Si le crime est un acte social, puisqu'il est toujours dirigé contre quelqu'un, le châtiment aussi est un acte social. C'est une souffrance infligée par le groupe à celui qui a transgressé les règles, que ces règles soient orales ou écrites. Valère, bouge pas! Les châtiments en disent long sur les valeurs d'une société. À certaines époques, on châtie le corps. À d'autres, on contraint le condamné à donner sa force de travail. Aujourd'hui, on le prive de sa liberté. Certains châtiments nous semblent aujourd'hui particulièrement cruels. Estrapade qui disloque les épaules. Supplice de la roue au cours duquel les membres sont rompus à coups de barre de fer. Écartèlement. Qu'est-ce qui est juste? La justice est souvent personnifiée par une femme aux yeux bandés qui tient dans une main un glaive et dans l'autre une balance. Les yeux bandés représentent l'impartialité. Le glaive symbolise le pouvoir de punir. Quant à la balance, elle évoque le fragile équilibre entre rigueur et miséricorde. Au cours de la dernière minute seulement, il s'est commis aux États-Unis plus de 3 crimes violents et plus de 18 crimes contre la propriété. Les châtiments pleuvent, les crimes se multiplient. Tout cela a-t-il un sens? Le châtiment, c'est infliger une peine sévère à quelqu'un qui a contrevenu à une règle. Cette peine sévère comporte une condamnation en plus de l'imposition d'une sanction. Même quand les humains vivent en petits groupes, même avant l'écriture, les règles existent. Elles sont transmises oralement sous forme de coutumes, d'interdits ou de tabous. À l'origine, en l'absence de système pénal, c'est la vengeance à l'état pur. Pour éviter d'éternels bains de sang, très tôt on découvre les vertus de l'arbitrage et on favorise la composition, c'est-à-dire des mesures réparatrices accordées à une victime ou à sa famille pour le tort causé. Par exemple, la famille du meurtrier remettra à la famille de la victime 40 à 50 têtes de bétail pour compenser sa perte. Aujourd'hui encore, en certains endroits du globe, on pratique cette forme de justice réparatrice. L'un des premiers codes de loi connus a été écrit il y a près de 3700 ans à l'instigation d'Hammurabi, roi de Babylone. Le code d'Hammurabi prescrit dans certains cas des peines très sévères. Mais sa caractéristique la plus frappante est la recherche d'une proportionnalité entre le crime et le châtiment.
Si par exemple on a mal construit une maison quand on est architecte et si elle tombe et tue le propriétaire, l'architecte est tué et mis à mort, je veux dire, en forme de châtiment. En revanche, si c'est un enfant du propriétaire qui a fait construire la maison qui est tué, on tuera l'enfant de l'architecte et non pas l'architecte. Vers le 8e siècle avant notre ère, une nouvelle loi fait son apparition, la loi de Moïse, qui s'applique de la même manière pour tous les Juifs. Inspirée des 10 commandements de Dieu, elle apporte une dimension inconnue jusqu'alors, celle du châtiment divin infligé par Yahvé à celui qui l'a offensé par son inconduite. La loi de Moïse prévoit aussi des peines qui mettront fin à l'arbitraire. Elle est très claire. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire vous pouvez punir aussi sévèrement que vous avez été frappé, mais pas plus. Alors, donc, dans la plupart des interprétations qu'on donne de la loi du talion, on considère que c'est un progrès par rapport à un régime où une vengeance sans limite et absolue pouvait être exercée. Par exemple, la crainte qui était derrière ça, c'était qu'à l'occasion d'un crime, toute la famille du meurtrier soit exécutée et éliminée. Les Grecs semblent avoir été les premiers à amorcer une réflexion sur la question de la criminalité. À l'époque athénienne ou romaine, une infraction grave était connue de toute la cité, parce qu'il y avait peu d'habitants. Donc, ce qui était commis, le manquement commis par l'un, intéressait tout le monde. Et c'est pour ça que c'était un groupe de citoyens très important et qui jugeait leurs semblables. Cela ne les empêche pas d'être d'une grande sévérité. On condamnait souvent à la peine de mort, notamment. Le plus célèbre condamné de l'histoire grecque est sans doute le philosophe Socrate. Cet homme dont les idées ont influencé tous les grands penseurs occidentaux suscitait la méfiance chez les gens de son époque. En 399 avant notre ère, Socrate est jugé pour crime d'impiété. On l'accuse d'honorer d'autres dieux que ceux de la cité et de corrompre la jeunesse. Par une mince majorité, l'Assemblée des citoyens le condamne à boire la ciguë, un poison mortel. Chez les Romains, on ne semble pas connaître de peines intermédiaires. Ou bien la peine est mineure, une amende par exemple, ou alors elle est extrêmement sévère, voire même cruelle. Comme lorsqu'un condamné est jeté dans la fosse aux lions pour y être mis en pièces. Il arrive aussi que les magistrats romains condamnent certains citoyens à l'exil, ce qui est loin d'être une peine mineure. L'exil chez les Romains était quelque chose de beaucoup plus grave, puisqu'il a gardé à travers toute l'histoire de l'Empire romain ce nom d'interdiction de l'eau et du feu. L'interdiction de l'eau et du feu, vous voyez, ça consiste pour un citoyen à perdre sa personnalité de citoyen. Plus personne ne peut lui donner asile et le nourrir. Après la chute de l'Empire romain, le monde occidental revient pour très longtemps à des systèmes de vengeance. Avant le XIIe siècle, il n'existait pratiquement pas de droit pénal. En cas de meurtre, les parents de la victime organisaient une vendetta et cherchaient à se faire justice eux-mêmes. Il en a été ainsi au moins jusqu'au XVe siècle, même si les systèmes judiciaires commençaient alors à se développer.
La violence et la mort continuent de faire partie du quotidien. La population veut assouvir sa soif de vengeance à l'endroit des criminels, notamment les voleurs de grands chemins, omniprésents sur les routes mal entretenues et mal surveillées de l'Europe médiévale. Les gendarmes sont encore très peu nombreux, et la plupart des malfaiteurs échappent à la loi. Mais lorsqu'un criminel est traduit en justice, les châtiments corporels sont de mise, et on exige qu'ils soient de plus en plus durs. Cette cruauté dans les châtiments qui étaient appliqués en public a pour but l'exemplarité et la dissuasion. La peine des faux monnayeurs était effectivement d'être bouilli et pendu. Alors, la signification de ce châtiment, particulièrement horrible et facile à trouver, je pense que c'est une signification symbolique. On applique à ce faux monnayeur qui a fait sa fausse monnaie au détriment de l'État et du roi. Il a utilisé un chaudron, eh bien, il va subir quelque chose qui ressemble beaucoup à l'acte qu'il a commis. La peine a beau être exemplaire, elle n'a pas toujours les effets souhaités. Souvent, les lieux d'exécution sont propices au crime. Il est bien évident que les exécutions publiques au XVIIe siècle attiraient les pickpockets, puisque ceux-ci recherchaient les foules que ces spectacles attiraient. Voilà donc, déjà à cette époque, un exemple évident que la dissuasion ne fonctionne pas pour tous. Les peines qu'on applique alors paraissent aujourd'hui démesurées en proportion des offenses commises. Mais en réalité, bien des juges répugnaient à les imposer, et elles étaient beaucoup moins utilisées qu'on pourrait le croire. Par exemple, lors de l'Inquisition, même si les présumées sorcières sont souvent condamnées au bûcher, elles n'y sont pas toujours brûlées vives. Dans certains cas, le magistrat inclut au jugement une annexe appelée rétintum, par laquelle il recommande au bourreau de tuer l'accusé avant qu'elle ne soit brûlée. Mais ce qui est très curieux et très symptomatique, c'est que ce rétintum était secret. Parce que le grand caractère des peines, des châtiments dans l'ancien droit, pas seulement français, ce que je dis vaut pour toute l'Europe, c'était l'exemplarité. Le bourreau arrivait latéralement, derrière des fagots, il étranglait la personne, après il enlevait les fagots, il mettait le feu. Et le peuple ne savait pas si la personne était brûlée vive ou brûlée déjà morte. À partir du moment où les châtiments existent, il faut bien quelqu'un pour les infliger. Cette tâche incombe à une personne dotée d'une grande force physique et d'un cœur solide. Le bourreau, seul parmi les hommes à avoir le droit de tuer. Au début, on désigne une personne de la communauté pour remplir cette fonction, souvent le boucher. En 1454, Charles VII interdit aux juges d'exécuter eux-mêmes les sentences. La profession de bourreau se généralise. Ces bourreaux, qui étaient dire souvent bourreaux de père en fils, ces bourreaux avaient mauvaise réputation. Parce que même si tout le monde était favorable à la peine de mort, n'étaient pas appréciés de l'opinion publique, ces gens qui faisaient passer de vie à trépas à leurs prochains. Ces bourreaux d'ailleurs étaient tellement mal vus qu'ils vivaient souvent assez cachés et qu'ils avaient des compensations assez horribles d'ailleurs. Notamment, il y avait un usage qui voulait que le bourreau devienne propriétaire des vêtements du supplicié.
Le bourreau inflige les châtiments et procède aux exécutions. Lorsque le condamné est un noble, il utilise la décapitation. Pour le commun des mortels, c'est la pendaison ou le bûcher. Les exécutions sont publiques et le bourreau vend parfois des places pour assister aux plus spectaculaires. Une autre des tâches du bourreau consiste à marquer certains criminels au fer rouge. Quand il applique sur l'épaule d'un condamné les 3 lettres G-A-L, tout le monde sait ce que cela signifie. Celui qui porte ce stigmate est condamné à une mort presque assurée après une vie d'enfer. Les lettres G-A-L signifient galérien. Les galères étaient une peine certainement d'une extrême sévérité, dans la mesure où les conditions de vie sur les galères étaient extrêmement dures. Souvent, les galériens étaient exposés aux intempéries, à la pluie, au vent, aux tempêtes, très peu nourris, régulièrement fouettés, de telle sorte qu'ils attrapaient assez souvent des maladies. Le taux de mortalité dans les galères était très, très élevé. Et pire, pour certains individus, les bons galériens voyaient souvent leur peine prolongée, non pas à cause de la gravité du crime, mais parce qu'ils étaient de bons rameurs. Comme on a besoin de bras pour propulser les galères de la flotte royale, un édit du roi Louis XIV enjoint les tribunaux de condamner aux galères de plus en plus de criminels. Les voleurs et les vagabonds rejoignent bientôt les assassins et les contrebandiers. Entre 1680 et 1715, on envoie 38 000 hommes aux galères. La vie humaine semble avoir bien peu de valeur. Vers le milieu du XVIIIe siècle, des voix s'élèvent pour réclamer une réforme en profondeur de la justice criminelle. Le principal porte-parole de ce mouvement est Cesare Bonesana, marquis de Beccaria. Beccaria est un marquis italien de bonne famille, tout jeune dans la vingtaine. Il subit l'influence de Montesquieu, de Voltaire et de Diderot, donc des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Et sous l'influence de quelques-uns de ses amis de la région de Milan, il écrit un tout petit livre de moins de 100 pages qui s'appelle « Des délits et des peines », qui a un retentissement considérable dans toute l'Europe. Selon Beccaria, l'individu qui commet un crime viole le contrat social qui le lie à sa communauté. La peine doit contribuer à rétablir le lien qui a été brisé. Dans la mort, c'est impossible. Il prône donc l'abolition de la torture et de la peine de mort. Plutôt que les châtiments corporels, il suggère la privation de liberté par l'emprisonnement. La prison est bien sûr une solution coûteuse. Elle se développe en Angleterre d'abord dans la foulée d'un phénomène qu'on a appelé la transportation, qui était le fait d'envoyer dans les colonies les individus coupables de crimes graves, souvent d'homicide. Quand les États américains, d'abord, et ensuite l'Australie, ces États se sont objectés à ce système de transportation, on a cherché une solution de rechange et c'était la prison. Cependant, on se préoccupe encore très peu de la souffrance physique et morale des prisonniers.
On entasse pêle-mêle hommes, femmes, enfants, voleurs et meurtriers. Ils vivent dans la promiscuité, la saleté et la vermine. J'ai relevé quelques cas de détenus qui trouvaient la vie en prison si insoutenable qu'ils y mettaient le feu ou commettaient des actes répréhensibles dans l'espoir d'être exécutés. Certains s'attaquaient à leurs co-détenus et tentaient même de les tuer parce qu'ils préféraient la mort sur l'échafaud à cette vie de travaux forcés. Au XIXe siècle, des campagnes de sensibilisation en Europe et en Amérique favorisent l'apparition des prisons modernes, dont l'architecture reflète une nouvelle philosophie. L'idée essentielle, c'était que chaque détenu aurait sa cellule. La grande préoccupation des constructeurs de ces prisons, aussi bien à Philadelphie qu'à Auburn, c'était d'éviter la contamination ou en quelque sorte la contagion entre détenus. On avait de plus en plus la conviction que le crime s'apprend par le mauvais exemple d'autres criminels et que la prison ne devait pas être cette école du crime qu'elle avait été. Les châtiments semblent devenir plus humains. Et on pourrait croire qu'au XXe siècle, on arrivera à un juste équilibre entre délit et peine, entre punition et réhabilitation. Mais ce sont là des notions vagues auxquelles on peut donner bien des définitions selon les cultures et les régimes politiques. Vis où tu veux, meurs à ta place. Dans la Déclaration des droits de l'homme adoptée en 1948, l'article 5 stipule que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Encore aujourd'hui, dans bien des prisons du monde, on inflige aux détenus des châtiments cruels et dégradants. À force de subir ces mauvais traitements, plusieurs prisonniers deviennent à la longue de véritables loques humaines. Un peu partout dans le monde, on pourrait citer de nombreux exemples de ces châtiments qui, aujourd'hui encore, ne respectent pas la Charte des droits de l'homme. Même dans les sociétés démocratiques, il faut un système de règles et de peines. Autrement, ce serait l'anarchie. Sans peine, il ne peut pas y avoir de règles interdisant un crime. La règle pénale est essentiellement une règle qui dit si vous tuez votre prochain, vous serez passible de telle ou telle peine. Alors, si la peine ne vient pas, si la peine n'existe pas, la prohibition pénale ne peut pas exister. Dans bien des cas, il paraît nécessaire de punir. Le châtiment sert à rappeler au criminel qu'il a violé le pacte social. Il a aussi pour but de dissuader tous ceux qui seraient tentés de l'imiter. Mais de tout temps, ce qui a posé problème, c'est d'établir la juste proportion entre le délit et la peine infligée. Comment faire en sorte que la punition soit juste en regard de la gravité du crime?
et permettent en même temps à l'individu de renouer ce lien rompu avec la collectivité. Comment atteindre l'équilibre? Cela est d'autant plus difficile que les mentalités changent selon les époques et selon les cultures. Aujourd'hui, on ne condamne plus l'homosexualité comme un acte criminel. On ne fait plus le procès des suicidés comme c'était le cas sous Louis XIV. Cependant, on prévoit des peines pour des actes qui portent atteinte à la qualité de l'environnement. À partir des 10 commandements de Dieu qui représentaient, il y a 200 ans, les principaux interdits, un pays comme la France punit aujourd'hui plus de 8000 infractions. Il n'en reste pas moins que quelques crimes répandus universellement, comme le vol et le meurtre, constituent la majorité des offenses commises. Les délits contre la propriété sont même en hausse constante. Presque tous les criminologues s'entendent pour dire qu'en créant une foule d'occasions tentantes où il est facile de commettre un crime, l'essor économique est finalement la principale cause de l'augmentation de la criminalité dans la seconde moitié du XXe siècle. Ainsi, les années 60 et 70 se caractérisent par la circulation d'articles portatifs de grande valeur. Soudainement, tout le monde a une voiture, une télévision, une chaîne haute fidélité ou un appareil stéréo. Un tas d'articles qu'on peut facilement voler et revendre. L'augmentation de la criminalité est à l'origine d'un problème majeur dans les systèmes de justice occidentaux, l'engorgement des prisons. Aux États-Unis, des facteurs particuliers rendent ce problème encore plus criant qu'ailleurs. Il y a aussi le fameux Wars on Drug qui fait que les Américains ont un niveau de toxicomanie très élevé et ils veulent absolument éradiquer, le mot est presque pas trop fort, éradiquer la toxicomanie du pays. Et ils utilisent massivement la prison pour y arriver, avec des résultats tout à fait mitigés, de telle sorte que les Américains continuent d'avoir et des taux d'incarcération élevés, et des taux de toxicomanie très élevés, et des taux d'homicide très élevés. Dans l'État de la Californie, on construit tellement de prisons que la part du budget alloué au système carcéral équivaut maintenant à celle qui est consacrée à l'éducation. Malgré cela, les prisons californiennes sont surpeuplées. Leur taux d'occupation est de 75% plus élevé que la norme. Et puis malheureusement, la justice ne semble pas toujours appliquée de manière équitable, même dans les pays démocratiques. Pour l'individu condamné, l'expérience de la prison peut s'avérer fort différente selon le pénitencier où il est incarcéré. En certains endroits, on prône la réhabilitation. Ailleurs, on estime qu'il faut punir durement les criminels. Mais surtout, bien plus que la nature de son crime, ce qui déterminera les conditions de détention d'un prévenu, ce sont plutôt son sexe, son âge, son statut social et son origine ethnique. Les Américains d'origine africaine, par exemple, reçoivent souvent des peines plus sévères que les Blancs pour un même délit. On devine l'impact désastreux que cela peut avoir sur certaines communautés. Dans plusieurs quartiers et dans bien des familles, parmi les classes les plus démunies de la société, et spécialement chez les hommes de race noire, la prison est devenue une réalité courante. Rares sont les quartiers ou les rues où l'on ne trouve pas de jeunes qui, à un moment ou un autre, ont séjourné en prison. Le fait que la prison soit devenue une expérience normale, qu'elle soit un endroit où les jeunes séjournent régulièrement,
est désastreux pour la qualité de vie dans une communauté, pour l'intégration de la population et même pour le maintien de l'autorité civile. Cette situation n'est pas seulement le fait des États-Unis. Il en va de même pour une foule d'autres minorités ethniques ou religieuses à travers le monde. En Amérique du Nord, les taux de récidive sont très élevés. Un jeune a donc de fortes chances de faire plus d'un séjour en prison. Après l'adolescence, la majorité des délinquants cessent de commettre des crimes. En attendant, on peut se demander si la prison remplit vraiment son rôle. Bien sûr, elle inflige un châtiment, c'est là sa première raison d'être. Mais les avis sont partagés quant à son efficacité pour réhabiliter les prisonniers. Il y a pas mal de gens, notamment parmi les criminologues, qui pensent que la prison, c'est l'école du crime, que la prison, c'est un moyen de stigmatiser les gens, que la prison nourrit la révolte des prisonniers et les produits de la récidive, finalement. L'autre position revient à ceci que on se dit, à partir du moment où il faut que des crimes graves soient punis, on ne voit pas très bien d'autres solutions, si on se refuse à la peine de mort, que la prison pour punir des crimes graves. Il existe dans certaines prisons du monde des sections bien particulières où les prisonniers n'attendent plus leur libération. Ils comptent les jours qu'il leur reste à vivre en essayant de ne pas devenir fous. Ils sont condamnés à la peine capitale. On appelle ces quartiers les couloirs de la mort. Certains condamnés attendront 2 ans, 10 ans, 30 ans que la mort vienne, parfois après l'avoir manqué de peu, suite à un sursis accordé in extremis. D'autres mourront sans savoir qu'ils ont été condamnés à mort. Dans le meilleur des cas, on avise les condamnés de la date de leur exécution. Ils peuvent faire leurs adieux à leur famille et connaître à l'avance le rituel de la mise à mort, lequel est, dans certains pays, réglé au quart de tour. Dans les pays qui ont toujours recours à la peine de mort, on exécute surtout pour meurtre, mais aussi pour une foule d'autres délits. Plusieurs pays d'Afrique ont maintenu la peine de mort, dans les cas de meurtre évidemment, mais aussi pour vol qualifié, fraude ou même sorcellerie. Les condamnés sont passés par les armes ou exécutés par pendaison, parfois publiquement et souvent après des procès expéditifs. Dans les pays soumis à la loi islamique, on peut condamner à mort ceux qui sont déclarés corrompus sur terre
ou ennemi de Dieu. On y exécute encore par décapitation au sabre ou par lapidation, surtout pour les crimes d'ordre sexuel, comme l'adultère. En Chine, bien qu'officiellement cette pratique ait cessé, on exhibe les criminels en public, tête baissée, une pancarte accrochée au cou, de manière à les humilier avant de les mettre à mort. Depuis un siècle, la majorité des pays occidentaux ont aboli la peine de mort ou cessé de la mettre en pratique. À ce chapitre, les États-Unis font figure d'exception. Les taux d'homicide sont très élevés aux États-Unis et dans la population, il y a une espèce de sentiment de soif de justice ou de soif de justice rétributive qui pousse les gens à dire devant une telle criminalité violente, il faut encore recourir à la peine de mort. Les Américains ne sont pas les seuls à éprouver cette soif de vengeance. En France, un pays qui a aboli la peine de mort en 1981, 50 à 60% de la population est en faveur de son rétablissement. Dans tous les pays où la peine de mort a été abrogée, la grande majorité de la population était en faveur de la peine capitale. Autrement dit, ce n'est pas le sentiment populaire, mais le leadership progressiste d'une élite politique qui a mené à l'abrogation de cette peine. La peine de mort, c'est le châtiment ultime. Un État ne peut pas exercer de plus grand pouvoir sur ceux qu'il gouverne que le droit de vie ou de mort. Aujourd'hui, la société est divisée entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la peine de mort. Un des principaux arguments des tenants de la peine de mort est l'effet dissuasif de celle-ci. Un criminel craindra la mort davantage que l'emprisonnement. Les opposants à la peine de mort soulignent toutefois que dans tous les pays qui l'ont abolie, on n'a observé aucune augmentation de la criminalité violente. En fait, aux États-Unis, il semble même y avoir plus de meurtres dans les États qui pratiquent la peine capitale que dans ceux qui l'ont abandonnée. La peine de mort ne semble donc pas avoir d'effet dissuasif évident. La plupart des gens qui commettent un crime ne s'attendent pas à être mis sous les verrous. Effectivement, ils ont de bonnes raisons de le croire puisque la plupart des délinquants ne se font pas prendre. Les gens qui commettent des crimes graves, pour lesquels ils risquent la peine de mort, agissent généralement sous le coup de la passion et de la rage et ne pensent pas aux conséquences, ou se fichent carrément d'être exécutés pour leurs crimes. Ou alors, ils s'adonnent à une pratique d'une grande valeur économique, avec de gros enjeux. Mais généralement, la plupart des gens ne s'attendent pas à être arrêtés et reconnus coupables. S'ils sont trouvés coupables, ils ne s'attendent pas à être exécutés. Les criminels sont des optimistes. Un autre argument en faveur de la peine de mort, c'est son efficacité à contrôler les criminels dangereux. Un meurtrier en série peut toujours s'évader de prison ou même être libéré. Mort, il ne risque plus de faire d'autres victimes. Mais à cet argument, on peut en opposer un autre tout aussi fort, le risque d'erreur judiciaire. 10 ans après avoir été condamnés à la prison à vie, des criminels ont été innocentés grâce à des tests d'ADN. Morts, leur sentence aurait été irréversible.
La société a-t-elle les moyens d'entretenir à grands frais des criminels condamnés à la prison à vie? Les chiffres démontrent toutefois qu'il s'agit d'une fausse question. Dans l'État de la Floride, le coût moyen d'une exécution, incluant tous les recours juridiques, est de 3 200 000 $. En comparaison, il n'en coûte que 500 000 $ pour incarcérer à vie un prisonnier. Au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, des tenants de la peine capitale affirment qu'au nom de la justice, le criminel doit payer de sa propre vie la vie qu'il a volée à une victime innocente. Ils donnent l'exemple de ces criminels qui ont commis des dizaines de crimes odieux, qui dépècent de jeunes femmes et qui violent et torturent des enfants. L'emprisonnement a prouvé son inefficacité relative et en même temps son indispensabilité. Le problème se pose de savoir si pour des criminels extrêmement graves, le châtiment capital n'est peut-être pas la formule. Les abolitionnistes, eux, rappellent que les châtiments doivent refléter les valeurs de la société et non celles des criminels. Il me semble que ce message va à l'encontre du but recherché. C'est utiliser la violence pour démontrer qu'il est mal de servir de la violence. C'est tuer des gens pour dire qu'il est mal de tuer des gens. C'est le genre de message équivoque que la plupart des parents évitent d'employer avec leurs enfants. Mais voilà que l'État s'en sert avec la population en général. Un État qui condamne le meurtre, a-t-il le droit de donner la mort? Le problème de principe est très difficile à résoudre. C'est une question philosophique et morale. C'est pas une question juridique. Les nouvelles méthodes ne semblent pas plus efficaces que les anciennes. Que faut-il donc faire? Ira-t-on jusqu'à envisager un jour de planter des électrodes dans le cerveau des criminels pour contrôler leurs pulsions agressives? On les munira peut-être d'appareils qui mesureront les substances illicites dans leur sang? Réalité ou science-fiction? Je suis pénaliste depuis 40 ans. J'ai été juge pénal, juge d'instruction, j'enseigne le droit pénal. Et je crois que le droit pénal porte en lui ses limites. Ne faisons pas trop confiance au droit pénal. Nous avons besoin de droit pénal. Ne le méprisons pas, utilisons-le à plein. Mais sachons que les voies de la socialisation ou de la resocialisation sont loin d'être uniquement pénales. Quelle que soit la forme de peine que nous appliquons, elle doit envoyer un message clair. Aux criminels, elle affirme que le geste posé est considéré comme inacceptable par la société. La peine contribue à graver dans l'esprit de la population le nécessaire respect de la personne et du bien d'autrui. Et enfin, à la victime, elle dit que l'acte subi était injuste et qu'il mérite réparation. Chaque individu a des responsabilités envers les autres membres de sa communauté. Par ailleurs, la société n'a-t-elle pas, elle aussi, des obligations envers ceux de ses membres qui brisent le pacte social ?